Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'une méthode en particulier en JavaScript qui est la méthode fetch. Alors aujourd'hui, on va la voir côté navigateur, mais il faut savoir que c'est une fonction qui est tellement importante qu'elle est en général disponible sur les autres environnements aussi. Fetch va nous permettre de contacter un serveur pour pouvoir récupérer des informations. Donc on va pouvoir faire des appels HTTP depuis le JavaScript. Si on fait ça côté navigateur, c'est le navigateur qui fera l'appel et qui nous donnera la réponse. Et si on fait ça côté serveur, c'est le serveur qui contactera justement cette adresse. Alors pour essayer Fetch, on va utiliser un site qui s'appelle JSON Placeholder. C'est un site qui est intéressant parce qu'en fait, il propose des sortes de petites API qui sont préconçues. Par exemple, si je fais un /users, je vais obtenir directement des informations sur les utilisateurs avec un format particulier qui est le format JSON. Donc c'est très pratique si on veut tester justement ces API-là pour pouvoir commencer. Alors ce que je vais faire ici sur ma page, c'est que je vais aller créer une constante que je vais appeler R pour l'instant. Et je vais utiliser cette méthode fetch. Cette méthode, elle prend en premier paramètre l'URL que vous souhaitez appeler. Donc nous, dans notre cas, on va mettre cette URL-là, donc pour récupérer une liste d'utilisateurs. Ensuite, en second paramètre, on peut avoir un objet qui va contenir tout un tas d'options que l'on pourra passer à notre requête. Quel type de méthode on souhaite utiliser, est-ce qu'on rajoute des en-têtes, donc on pourra faire plein de choses, mais pour l'instant, on va se contenter d'ignorer ce second paramètre, il est entièrement optionnel. Ensuite, on va faire un console.log et voir qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse variable R. Si je sauvegarde et que je me rends dans la console, on va nous parler d'une promesse. Donc c'est justement une des fonctions JavaScript qui utilise les promesses nativement. Et ça, c'est plutôt sympa. Si on déplie, on va voir que cette promesse-là, elle vient d'être remplie. Donc ça veut dire qu'il a bien contacté le serveur. On peut vérifier cela en allant dans un autre onglet au niveau de notre navigateur. C'est l'onglet Réseau. Cet onglet nous montre les requêtes réseau qui sont faites par la page. Et si on réactualise, je vais voir en bas qu'il va bien contacter /users. Voilà. Mais nous, on va rester ici dans la partie console. C'est le plus important. Donc idéalement, on aimerait bien attendre que cette requête est finie. Donc là, on a deux techniques. Soit on fait une fonction asynchrone et dedans on fait un wait, soit on utilise le système de callback avec when. Donc nous, on va plutôt faire ça. On va lui dire, lorsque tu as fini donc de contacter le serveur, j'aimerais bien que tu me montres de quoi il en retourne. Et je vais enlever cette variable-là. Si je sauvegarde maintenant, ça met un petit temps à se charger, mais là c'est très rapide vu que j'ai une bonne connexion, et à la fin je me retrouve avec un objet de type response. C'est un objet qui est spécifique au navigateur, mais on va avoir le même type d'objet lorsque l'on va travailler dans d'autres environnements. De manière générale, les gens qui développent des outils basés sur le JavaScript essaient de faire en sorte que ça soit assez unifié en termes d'expérience. Dans cet objet, on retrouve plein d'informations. On a le body qui va être un flux de données. On a les en-têtes, donc ça c'est ce que renvoie le serveur, donc on peut obtenir plein d'informations sur ce qui a été renvoyé justement. On a une propriété OK qui elle est très importante, ce qui nous permet de savoir si la réponse est bonne ou non. On a ensuite redirected qui permet de savoir si ça a été redirigé, le statut, le texte et ce genre de choses. Si vous avez besoin de plus d'informations sur cet objet response, vous pouvez chercher dans la documentation. Donc là, on va regarder la documentation qui a trait au navigateur. Et si on descend un petit peu, on va retrouver les différentes propriétés que l'on a regardées rapidement. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer le texte. On aimerait bien avoir le contenu de la réponse. Donc à ce niveau-là, je vais exécuter une fonction. Et sur la réponse, on a une méthode qui s'appelle text. Cette méthode-là, si on regarde dans la documentation, on descend un petit peu, donc elles sont ici. On a une méthode texte et on nous dit que ça retourne une promesse avec une représentation textuelle du body. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, je vais retourner r.text. Donc ça veut dire que ça va nous renvoyer une promesse et cette promesse-là nous renverra le texte sous forme de chaîne de caractères. Donc là, on est typiquement dans la situation qu'on avait vue avec les promesses où on peut enchaîner les choses. Je vais attendre la résolution de cette seconde promesse-là, ce qui va me donner le contenu, on va appeler ça body, et là je peux faire un console.log de body. Si je reviens au niveau de ma page, on va voir maintenant si je réactualise, ou si je sauvegarde tout simplement, que à ce niveau-là, j'obtiens bien donc juste mon texte qui va contenir tout le JSON. Alors si vous n'êtes pas familier avec le format JSON, c'est un format qui ressemble beaucoup au JavaScript, et c'est pour ça que les développeurs JavaScript aiment beaucoup ce format-là. On reconnaît ici la syntaxe pour les tableaux, on a aussi là une syntaxe comme pour des objets, sauf que les clés doivent toujours être entre guillemets. Et ensuite les valeurs, ça peut être soit des nombres, soit des chaînes de caractères, et ce genre de choses.
Et ce format-là est aussi super intéressant dans le cadre de l'utilisation de fetch, parce que si on regarde dans la documentation, on a aussi une méthode JSON, qui, un petit peu comme la méthode texte, va permettre de renvoyer le corps de la réponse parsé en JSON. Donc à ce niveau-là, on va remplacer notre r.text par un r.json. Donc on prend notre réponse et on va la parser. Ça, on nous dit bien que ça renvoie une promesse. Et du coup, après, je vais récupérer des données et je peux faire un console.log de body. Si je sauvegarde maintenant, hop, je vais voir que dans ma console, je n'ai plus la représentation textuelle de ma réponse, mais j'ai un objet qui contient les différents utilisateurs que j'ai récupérés depuis l'API. Donc c'est super pratique pour ce genre de choses. Alors par contre, il faut faire attention. Imaginons que j'essaie de contacter une page qui n'existe pas. Là, on tombe sur une erreur, et si on regarde un petit peu, hop, ce que ça donne au niveau de la console, alors heureusement, le serveur répond toujours du JSON, mais ce qu'il faudrait faire, c'est vérifier est-ce qu'on a bien un statut de 100. Donc imaginons, nous, on veut récupérer les utilisateurs, donc on va créer une méthode que l'on va appeler fetch users, et vu qu'on va utiliser fetch à l'intérieur, on va préciser que cette méthode sera asynchrone. À l'intérieur, on peut récupérer la réponse, par convention, moi je vais l'appeler R, et je vais lui demander de faire la partie fetch, mais seulement cette partie-là. Une fois que c'est fait, donc je vais attendre que cette promesse soit résolue, je vais lui dire si r.ok est égal à true, ça veut dire qu'on a bien une réponse de type 200, ben dans ce cas-là, je peux lui demander de faire la suite. Je peux lui demander de parser en faisant un const data égale await de r.json, et après je retourne les données, ou là directement, je peux retourner ma promesse, hop, sans m'embêter. Dans le cas où on a eu un problème, ben on pourra faire un throw new error, et on mettra impossible de contacter le serveur. Maintenant que cette fonction asynchrone existe, ben je peux l'utiliser beaucoup plus simplement à ce niveau-là. Je peux faire un fetch users, et lui dire que lorsque je récupérerai des résultats, donc ça sera des utilisateurs, ben je pourrai faire un console.log, et dans le cas où il y a une erreur, je pourrai faire un catch pour justement afficher l'erreur au niveau de ma console. Si je réactualise la page, je tombe bien ici sur l'erreur qui me dit impossible de contacter le serveur. Donc le reste du code, à savoir le parsing du JSON, ne se fera que si le serveur répond avec une 200. Je remets maintenant users normalement, et on voit que ça fonctionne convenablement. Alors de manière générale, vous allez avoir d'autres options que vous allez préciser au niveau de votre fetch. Si vous voulez faire une requête HTTP qui est convenable, ce qu'il faudra faire, c'est au moins lui passer une entête importante. Donc on peut rajouter headers, ça va être un objet qui contient en clé l'entête et en valeur, la valeur qui correspond. Vu que les entêtes HTTP peuvent contenir des tirets ou des choses comme ça, ben on mettra ça entre guillemets. Donc typiquement on mettra accept, et on lui dira « je vais accepter du application/JSON ». Ça, c'est pour lui dire « moi, j'attends du JSON ». Ensuite, on peut préciser le content type, on peut lui donner d'autres informations. Ça, c'est à vous de voir en fonction de ce qu'attend le serveur. Une autre propriété intéressante, c'est la méthode. Par défaut, on envoie tout en utilisant la méthode get. Donc si vous avez besoin de plus d'informations sur comment formaliser une requête HTTP, c'est vrai que là je vous donne les informations directement, mais je pars du principe que vous avez déjà vu la partie de la formation destinée à l'HTTP. C'est normalement dans la partie cursus, mais si jamais vous faites une recherche et vous cherchez HTTP, voilà, vous avez cette vidéo-là qui vous explique ce qu'est une requête HTTP, comment elle est formalisée, les entêtes, tout ça, tout ça. Ce qui va être intéressant, c'est aussi lorsque l'on va avoir besoin d'envoyer des données. Donc typiquement, j'aimerais bien poster des informations à un serveur. Si par exemple quelqu'un remplit un formulaire ou ce genre de choses. Alors pour poster des informations, on va appeler une URL qui s'appelle post ici, qui va permettre de créer un nouvel article. On va lui préciser que ça va être une méthode de type post. On précise toujours le header. On va en rajouter un autre qui est le content type, qui permettra d'indiquer à quoi ressemblent les données que nous on va envoyer. Donc souvent c'est ces deux entêtes que vous allez manipuler. Accept pour dire ce que vous attendez et que vous acceptez comme format, et content type ce que vous allez envoyer. Ensuite, vous pouvez rajouter body et vous allez devoir mettre le body à l'intérieur. Ça peut être une simple chaîne de caractères ou des objets spéciaux en fonction de la situation. Nous, on veut envoyer simplement un JSON, donc on va mettre ça sous forme de chaîne de caractères. On va lui dire j'aimerais bien un titre pour mon article et on va l'appeler mon premier article.
Si vous voulez automatiquement générer un JSON à partir d'un objet JavaScript, c'est possible de le faire grâce aux méthodes qui sont disponibles sur l'objet JSON. Encore une fois, faites un petit tour sur la documentation. Je veux vraiment que vous preniez cette habitude parce que souvent, on va découvrir plein de nouvelles choses. Et surtout quand il y a de nouvelles choses, c'est important d'être capable justement de découvrir les choses par soi-même. Donc cet objet ne contient que deux méthodes, une qui permet de parser un JSON et une qui permet de générer un JSON à partir d'un objet. Donc c'est très très facile à utiliser pour le coup. Donc nous, dans notre cas, à ce niveau-là, on peut lui dire, plutôt que de manuellement faire le JSON, on fait un JSON.stringify et on lui donne un objet en mettant title, mon premier titre. Et automatiquement, le navigateur va le convertir. Si vous voulez faire un petit essai, vous pouvez vous rendre sur votre page, vous mettez ça dans votre console et vous voyez que ça me donne le même résultat que ce que moi j'avais mis. Voilà, c'est un petit peu plus rapide, un petit peu plus simple d'utilisation. Alors maintenant, on va sauvegarder. Et dans ma console, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens un nouvel objet, c'est la réponse du serveur. Le serveur me dit « Oui, j'ai bien enregistré ton article, j'ai mis l'ID 101 et j'ai bien mis le titre que tu m'as demandé. » Si je mets un autre titre, mon premier titre, hop, et dans ce cas-là, il va répondre aussi avec ce titre-là. Donc on peut, avec cette méthode fetch, contacter un serveur et recevoir les informations en retour. Si votre serveur répond avec du JSON, vous pouvez le parser directement en utilisant le système de promesses. Sinon, vous pouvez le récupérer sous forme de texte grâce à la méthode texte. Il faudra bien faire attention à vérifier est-ce que la réponse du serveur est satisfaisante. Une réponse va être considérée comme OK si son statut est supérieur à 200 et inférieur à 400. Alors, on va regarder un petit peu plus dans la documentation les différentes options qu'il est possible d'utiliser sur Fetch. Donc, on va chercher Fetch. On va directement sur la partie API. Donc, on nous explique plein de choses. Donc, nous, c'est Fetch qui nous intéresse et on s'intéresse plutôt aux options. Donc, voilà les options que l'on a. Donc, méthode, on l'a vu. Headers et body, on l'a vu. On va avoir le mode, mais ça, c'est spécifique au navigateur. Credentials aussi, donc c'est pour ça qu'on ne s'y intéresse pas. Et peut-être le redirect qui peut être important, qui spécifie comment on doit suivre une redirection. Par exemple, si notre serveur renvoie une 301 ou 302 en disant en fait, c'est pas la bonne page, c'en est une autre. Par défaut, le fetch ici va suivre cette redirection. Mais vous pouvez ensuite gérer ça de différentes manières. Après, sur l'objet réponse, au niveau des méthodes que vous avez, je ne suis pas sûr qu'il y en ait des tonnes de super intéressantes. Peut-être pour la partie headers, si vous souhaitez extraire une en-tête en particulier, l'objet headers est un objet spécial. C'est-à-dire que si vous faites ici un console.log r.headers, ça ne vous donne pas simplement un objet JavaScript, mais ça vous donne un objet de type headers, qui va contenir les différentes en-têtes. Si on veut ensuite accéder à une en-tête en particulier, on peut faire .get, et nous, on va regarder quel content type utilise le serveur. Est-ce qu'il nous répond avec du JSON ou pas? Et là, on a ce content type. Si jamais vous mettez une clé qui n'existe pas, qui n'est pas renvoyée par le serveur, ça vous renverra nul. Voilà. Donc si jamais vous avez besoin de modifier les en-têtes, ça peut être fait de cette manière-là. De la même manière, lorsqu'on utilise fetch, en premier paramètre, on voit qu'on peut lui passer autre chose. Effectivement, je vais revenir un petit peu en arrière. Le premier paramètre peut être une chaîne de caractères ou une requête. Une requête, c'est un objet qui va permettre de représenter la requête. Donc on peut construire cet objet-là si on le souhaite. Mais de manière générale, quand vous allez utiliser fetch, vous allez essentiellement l'utiliser de cette manière-là en spécifiant une URL. D'expérience, c'est assez rare qu'on utilise un objet request. Alors maintenant, on va parler de quelque chose qui est beaucoup plus spécifique, c'est la possibilité d'arrêter un fetch. Alors, imaginons, on a deux serveurs à contacter. Et on s'intéresse à la réponse dans les deux cas. Donc on imagine contacter la partie qui nous récupérait la liste des articles, et on va lui dire « j'aimerais bien en récupérer que 5 ». Voilà, comme ça. Donc ça c'est spécifique à JSON placeholder qui nous permet de choisir le nombre d'éléments que l'on souhaite renvoyer. Si je fais ça, on voit que je vais récupérer que 5 articles. Et on s'imagine faire le même fetch, mais pour récupérer 5 utilisateurs. Voilà, donc on va faire ce premier fetch et ce second fetch. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de contacter ces deux URL et de récupérer le premier résultat qui arrive. Donc histoire de simuler une requête qui est lente, on a la possibilité avec JSON placeholder de rajouter un paramètre dans l'URL, délai, et de lui dire on veut un délai qui soit de 2000 millisecondes. Comme ça mettra 2 secondes.
Donc techniquement, les utilisateurs vont arriver avant les articles. Donc ce que l'on peut faire, c'est utiliser promise.race, lui passer un tableau de promesses. Donc on lui passerait notre première requête, qui serait celle qui contacterait les articles, et une seconde requête, qui serait celle qui contacterait les utilisateurs. Voilà, je mets un peu d'indentation. Ensuite, je vais faire un when. Ce when sera appelé lorsque une des promesses sera résolue. Et je vais lui dire de faire un r.json. Et ensuite, je vais récupérer le résultat en faisant un when et un console.log. Voilà. Si je sauvegarde maintenant et que je regarde ma console, je vois bien que j'obtiens 5 utilisateurs. Parce que cette requête-là est plus rapide que l'autre. D'ailleurs, je vais plutôt changer la limite, comme ça on pourra, juste avec la taille du tableau, savoir lequel a répondu. Le principal inconvénient de cette approche-là, c'est que même si on lui dit de continuer notre code dès que la première requête a répondu, l'autre requête continue à se faire. On peut s'en rendre compte dans l'onglet réseau ici. Hop, hop, hop. Je vais essayer de dégrossir un tout petit peu. Voilà, si je réactualise, on voit bien que cette seconde requête met 2 secondes à s'exécuter, mais elle finit par s'exécuter. Ça serait bien de lui dire, au fait, la première a répondu, et du coup, c'est pas la peine de continuer l'autre. Donc on a la possibilité d'annuler une requête fetch. Sauf que la manière de le faire est très très bizarre, vous allez le voir. Donc d'abord, on doit créer une constante qui va s'appeler A, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, et on va initialiser ce que l'on appelle un abort controller. C'est un contrôleur qui va permettre ensuite d'envoyer un signal pour annuler des requêtes HTTP. Ensuite, lorsque l'on fait un fetch, on va pouvoir lui passer en second paramètre un objet d'option, et il y a une option qui s'appelle signal. Et on lui passe comme signal la propriété signal de notre board controller. On va faire ça pour nos 2 requêtes. Si vous voulez, on va connecter en fait nos 2 requêtes à ce signal-là, et quand on le souhaitera, on pourra envoyer un signal d'annulation. Ensuite, lorsque j'ai fini d'effectuer tout mon traitement, on s'imagine ici qu'on récupérerait le body. Hop. Je vais faire le console.log de mon body, mais je vais aussi lui dire, il faudrait que tu annules les requêtes qui sont toujours en attente. Donc ici, je vais faire un a.abort. Ça va envoyer un signal qui sera capturé par les différentes requêtes HTTP qui vont être toujours en cours, et ça va les annuler. Si je sauvegarde, j'obtiens toujours mon résultat, donc on obtient 5 ou 3, suivant laquelle répond la plus rapidement, et l'autre est automatiquement annulé. Et c'est ce qu'on peut voir dans l'onglet réseau. Ici, on voit que celle-ci n'a même pas de statut, elle a été complètement coupée, donc le navigateur a arrêté de charger les choses. Et voilà comment on peut gérer une annulation de requête. C'est un peu spécifique, ça correspond à des besoins très très particuliers, mais c'est important de savoir économiser les ressources et d'annuler des requêtes si jamais on a un système de requêtes simultanées en même temps. Et là, on a fait le tour de ce qu'il y avait à savoir de manière générale sur Fetch. Donc si jamais vous avez besoin de récupérer des informations depuis une API, il faudra utiliser cette méthode-là. Et après, on obtient un objet réponse sur lequel on peut faire différents traitements suivant le type de réponse que l'on obtient. Donc j'espère que ça vous servira et je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.